Philippe de Villiers, quel regard portez-vous sur la révolte paysanne? Alors, il y a 3 questions, si on prend de la hauteur, qui se posent ce soir et qui ne sont pas posées, et que je vais poser avec gravité. La première question, c'est la question de la définition d'une nation. Parce que quand j'écoute les commentateurs, les journalistes, les économistes, on n'a pas la même définition de la nation. On a perdu la définition de la nation. Ou bien la nation, c'est une addition de consommateurs, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il faut aller chercher le prix le plus bas. Et d'ailleurs, c'est la conception et de l'Union européenne et de la classe politique française aujourd'hui, qui dit oui au libre-échange. C'est-à-dire que là, ce qui se prépare, Elliott Geoffroy, vous ne le savez peut-être pas, il y a des accords en cours de négociation avec l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, l'Inde, etc., etc. Bientôt, il ne va plus rien nous rester. En 1992, il y avait 2 millions de paysans. Il n'y en a plus que 400 000. Il y avait 15 000 fonctionnaires au ministère de l'Agriculture. Maintenant, ils sont 35 000. Et un fonctionnaire que je connais bien, de la commission de Bruxelles, de l'État profond, m'a dit ce matin, avec 100 000 paysans français, ça nous suffit. En d'autres termes, ou bien on considère qu'une nation comme la France est une addition de consommateurs, du consumérisme compulsif, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'avoir des paysans. Ou bien on considère, et c'est la conception traditionnelle qu'on a perdue depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, ou bien on considère qu'une nation, c'est le cercle des intérêts vitaux. Et l'agriculture, c'est un intérêt vital. Pourquoi? Parce qu'avoir une paysannerie et une souveraineté alimentaire en cas de difficulté, en cas de conflit, c'est vital, c'est la survie. Exemple, pendant le Covid, on n'avait pas de paracétamol, parce qu'avec les chaînes de valeur globale, tout est parti en Chine. Et là, on s'est dit, oula, on peut même plus se soigner en France. C'est-à-dire le cercle des intérêts vitaux, ça veut dire avoir une agriculture, avoir une industrie nationale, avoir une énergie nationale, c'est-à-dire être capable tout seul de faire face à toutes les difficultés. Et pour commencer, la défense, avec l'atome, ce qu'on appelle la sanctuarisation du territoire, le sanctuaire. En fait, la nation, c'est le sanctuaire. Et dans le sanctuaire, il y a des intérêts vitaux. Et pour moi, et selon moi, le circuit court, le paysan, qui est sur sa terre depuis des siècles, c'est vital. Ça, c'est la première question, la question de la nation. Il faut retrouver la question de la nation, sinon on ne peut pas répondre. Parce qu'après on dit, oui, le Mercosur, il y a du pour, il y a du contre, les patrons sont pour, etc. Non, ce n'est pas la question. La question, elle est beaucoup plus grave que ça. Est-ce qu'on veut encore la souveraineté alimentaire avec des paysans qui tiennent le terrain? Deuxième question, la question de la responsabilité. Et là, je vais être très dur. Ils sont tous des criminels. Quand on a une responsabilité, je sais ce que c'est qu'avoir une responsabilité, d'un département ou d'un département ministériel, on regarde les Français et on doit pouvoir les regarder dans les yeux. Sinon, on s'en va. Et donc, tous ceux qui ont ratifié les traités de Maastricht, de Marrakech sur la création de l'OMC, la fin des droits de douane, le traité d'Amsterdam, évidemment le traité de Lisbonne, ils devraient partir. Tous, tous, tous. Et si vous voulez, je peux les nommer. Hein. Ils sont tous au pouvoir. Et ils nous expliquent, je voyais Michel Barnier tout à l'heure, il est venu voir les paysans. Non, ils ont un culot. Il est venu voir les paysans, ah oui, je m'intéresse beaucoup à la paysannerie, je m'intéresse... Ouais. Ils se foutent de notre gueule.
ce sont eux qui ont délégué la compétence à la Commission de Bruxelles. Donc ils ne viennent pas maintenant pleurer au premier rang dans un exercice compassionnel qui est un exercice d'hypocrisie. Donc en fait, tous ceux qui sont au pouvoir, là, ils devraient s'en aller, démissionner. Ce serait honorable pour eux. Après, ils peuvent se racheter et revenir. Mais simplement, symboliquement, dire, bon, on s'est planté, quoi. Troisièmement, troisième question, et c'est la plus intéressante et la plus importante, depuis qu'on a appris que Macron a voté non. C'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? C'est la question de la souveraineté. Donc on a Macron qui vote non, mais ça passe quand même. Ça veut dire que quand tu n'es plus souverain, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Pourquoi? Parce que, alors, tout le monde, y compris sur CNews, on entend oui, Macron, c'est dédié, Macron, en fait, il est pour. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est que quand vous êtes une nation et que vous déléguez votre compétence, que vous transférez la souveraineté, eh ben, vous ne pouvez plus rien faire. J'ai dit ici, vous m'avez entendu peut-être trop souvent, j'ai dit ici, quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, en citant Saint-Aignan, quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, il ne peut plus rien pour vous. Et donc là, les paysans, sur leurs tracteurs, qui nous envoient le message suivant, on est en train de crever, mais regardez-nous crever, parce que vous allez crever après nous. On est les premiers à crever, mais derrière, vous allez tous crever, parce qu'ils s'en foutent des Français. Tous. Et donc, en fait, Macron, c'est une marionnette, Macron. C'est une marionnette de Van der Leyen. Et vous vous rendez compte ce que la France pèse aujourd'hui? Souvenez-vous, 1965-1966. Bon, quand je dis souvenez-vous, c'est une formule pour deux gamins. Bon. Mais il y a des pour la culture générale. En 65, le général de Gaulle dit pas question de cet accord agricole. Chaise vide. Et ensuite, compromis du Luxembourg, c'est-à-dire qu'en fait, il décide que quand il y a une question essentielle, il n'y aura pas de majorité qualifiée, il faudra l'unanimité. Voilà. Donc en fait, quand un pays est souverain et qu'il délègue une compétence, à aucun moment, il ne peut déléguer sa souveraineté. Il ne peut transférer sa souveraineté. Et moi, pendant des années, des décennies, quand j'allais dans les salles, quand j'allais voir les Français, et que je leur disais souveraineté, 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 ils disaient « Qu'est-ce que c'est ce truc ?» Là, les paysans, eux, ils ont compris ce que ça voulait dire d'être souverain. Parce que quand tu es plus souverain, tu comprends ce que ça veut dire. Tu es là avec ton tracteur, devant l'Arc de Triomphe. C'est un geste magnifique qu'ils ont fait. C'est même une victoire. Parce que toute la France est derrière eux. Mais c'est une victoire dans la défaite. Et pourquoi c'est une victoire dans la défaite? Est-ce que vous avez compté les hommes politiques qui ont dit depuis 2 jours ce que je vais vous dire maintenant? Il faut partir. Il faut sortir de cette Union européenne. Sinon, on va être broyé. Il y en a beaucoup qui ont dit ça? Non. En fait, tout le monde s'arrange de la politique politicienne, parce qu'ils ont leur poste, ils sont députés européens, voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a autant de gens qui regardent dans l'émission, parce que moi je suis libre, et je vous dis les choses que personne ne dit, sauf les paysans sur leurs tracteurs. Eux, ils ont compris. Et c'est pas la première fois que vous dites ça, puisque j'ai retrouvé une archive, Philippe de Villiers. Ah. On est en 1995. À l'époque, d'ailleurs, c'est la campagne présidentielle, et lors de cette campagne présidentielle, vous avez comme boussole la préférence agriculturelle. Dans vos vœux de campagne. Mais là, j'ai retrouvé un sujet qui était proposé par le service public, qui vous suivait en campagne. Et vous savez, il y avait la pomme avec Jacques Chirac, qui était pourtant appréciée des agriculteurs. Mais vous avez tenté de remettre l'église au milieu du village en disant, certes, on peut aimer les pommes, mais avant d'aimer les pommes chiliennes, il faut peut-être aimer les pommes françaises. Et avec cette idée de l'Union européenne que vous êtes en train de nous vendre, l'agriculture française se meurt. Regardez, on est en 1995. Aujourd'hui, mes parents ont travaillé ces terres que nous n'aurons plus. Je suis désespéré.
et c'est la faute de l'Europe. La cause de son malheur, ces hectares de pommiers arrachés sur ordre de Bruxelles. La pomme pour les uns synonyme d'abondance, sauf ici, en Tarn-et-Garonne. Le fruit est amer, n'empêche, Philippe de Villiers en fait son délice. Moi j'ai la mémoire d'un pommier, vous voyez. Un pommier ça vit longtemps. Et j'ai entendu M. Chirac parler du Munich agricole à propos du GATT et de l'Erasmus. Et comme il prend la pomme comme symbole marketing de sa campagne, ben, en croquant cette pomme du Chili, je lui dis, est-ce que vous avez oublié vos promesses? Et voilà Philippe de Villiers qui raille sans relâche Jacques Chirac, mais aussi Édouard Balladur. Les deux hommes sont renvoyés dos à dos. Dans leur discours récent, ils ont prôné, proposé, ou ils se sont résignés à l'Europe fédérale. Et ce qu'ils souhaitent pour les semaines qui viennent, c'est que ça ne se sache pas. Mais Philippe de Villiers se charge de le dire. Les militants sont ravis, le candidat aussi, avec l'espoir de fixer sur son nom, comme aux européennes, les mécontents de Maastricht. Geoffroy Lejeune. C'était bien le service public à l'époque. Ah bah, c'était clair. C'était plus objectif. Philippe, on est en 1995 dans cette archive. Que s'est-il passé en 30 ans? C'est une bonne question. Je vais vous raconter une anecdote qui me revient en voyant ces images. Un matin, je crois que c'était le 24 septembre 1993, on prend le petit déjeuner avec Alexandre Solzhenitsyn et Nikita Struve, son éditeur. Je vois Solzhenitsyn qui boit, ou plutôt qui sirote son thé froid, avec une petite madeleine. Et tout à coup, il se redresse, puis il me dit, il va vous arriver la même chose que pour la révolte de Tambov. Je dis, c'est quoi la révolte de Tambov? Il m'explique. Il me dit, ce sont des paysans qui étaient attachés à leur terre, des petits paysans attachés à leur petit lopin de terre, et qui tentaient de prospérer, de survivre. Et puis, il y avait des commissaires à la mondialisation qui se sont acharnés sur eux, sur ordre des bolcheviks, qui ont dit il faut supprimer les koulaks. On les appelait les koulaks, tous les petits paysans propriétaires de leurs terres, pour les forcer à passer au kolkhoz et au sovkhoz, c'est-à-dire pour qu'ils deviennent des salariés de l'Union soviétique. C'est ce qui s'est passé. Et il m'a dit, vous arrivera la dékoulakisation. Difficile à traduire, avec Nikita Struve, il a traduit. La dékoulakisation. J'ai souvent pensé à ce mot un peu barbare. Et alors là, je réponds à votre question. On a vécu 2 étapes de la dékoulakisation, que j'explique en quelques secondes. Première étape de la dékoulakisation, c'est 1992-1994, traité de Maastricht, traité de Marrakech. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis le 25 mars 1957, ce pourquoi De Gaulle a accepté l'Europe. De Gaulle a accepté l'Europe en disant « Si l'Europe est une Europe agricole, j'accepte l'Europe ». Petite parenthèse, l'Europe est née de l'Europe agricole et elle est en train de mourir de l'Europe agricole, pour avoir abandonné l'Europe agricole. Donc de 1957 à 1992, il y a une communauté qui s'appelle la Communauté économique européenne, le mot est fort, il dit bien ce qu'il veut dire. Une communauté de producteurs et de consommateurs, avec une règle. Si tu veux consommer du lait, tu consommes du lait européen. Si tu veux consommer du miel, tu consommes du miel européen, circuit court. Si jamais on manque de miel, alors on va à l'extérieur. À l'extérieur, il y a un tarif extérieur commun, un cordon douanier très fort qui protège la production agricole européenne. Donc l'idée est double, c'est favoriser la production européenne et 2, favoriser la petite exploitation familiale. Ce à quoi tiennent les hommes politiques, compris Jacques Chirac d'ailleurs, en Corrèze. 1992, on bascule dans un nouveau triptyque. Au lieu de produire, on dit,
on va consommer. Au lieu de protéger, on dit on va ouvrir. Au lieu d'exporter, on dit on va importer. Voilà le nouveau triptyque. Pourquoi? Parce que les élites mondialisées dans toute l'Europe, à commencer par la France, et c'est là la responsabilité très grave de la classe politique, de la classe dirigeante française. Les élites mondialisées ont fait un choix, sans le dire, sans l'exprimer publiquement, c'est en fait de déléguer notre alimentation sur le marché mondial. En considérant qu'il fallait aller au prix le plus bas et qu'il fallait en même temps éradiquer ce que m'avait dit Solzhenitsyn. Sur la révolte de Tambov, il m'avait dit ils ne veulent pas de l'indépendance d'esprit, les soviets. Et c'est ça qui me fait penser à Tambov et qui me fait repenser à Tambov. Les élites mondialisées ont vu une belle occasion d'éradiquer l'indépendance d'esprit parce qu'un paysan, c'est l'indépendance d'esprit incarnée. C'est le pacte nuptial de l'homme et de la nature. Ça, c'est la première étape de la décolonisation. Mais il y a une deuxième étape, plus récente, 2020-2021. Le Green Deal, avec le fameux commissaire Canfin, là, de la ferme à la fourchette, qui impose, souvenez-vous, un plan de décroissance. C'est-à-dire qu'on gèle des terres et on diminue la production. C'est officiel. Avec 2 échappées pour l'avenir. Première échappée, on remplace les produits naturels par les produits de synthèse. Tout à coup, il y a Moscovici de la Cour des comptes qui s'en mêle et qui dit qu'il y a trop de vaches parce qu'elles pètent. Allez, on a vu là, dans la neige, les vaches qui pètent, ça fait du CO2, oui. C'est réchauffement climatique. Bon. Et deuxièmement, conclure des accords de libre-échange. Et je répète que les paysans ne sont pas au bout de leur peine, parce qu'en ce moment, là, le prochain traité, c'est l'Inde. C'est pas rien. Hein. Mercosur, à côté, c'est rien. Hein. Et l'Indonésie, c'est pas mal non plus. Donc, en réalité, on a basculé dans un système où la paysannerie européenne, et en tout cas française, devient quasiment inutile. Et moi, je dis ceci. Les crises agricoles ne sont pas des crises agricoles. Je dis à tous les urbains, à tous les citadins qui regardent tout ça d'un œil distrait, regardez les tracteurs, ils sont en train de vous passer le message suivant. Les crises agricoles sont des crises de civilisation. Elles nous précèdent. Des crises de civilisation, pourquoi? Parce que ça touche au devenir du peuple historique et que la population agricole en est la quintessence. C'est-à-dire que, en fait, les paysans tiennent le terrain, ils tiennent les sources de la vie. Je parle souvent du jardin de paradis, là, l'enluminure du XVe siècle. Les jardiniers du jardin de paradis, ce sont les paysans. Et comme j'ai dit dans un tweet hier qui a eu un certain succès, quand nos prairies seront vides, remplies de chardons, elles seront à ce moment-là protégées, abritées, entretenues par qui? Pas par les paysans, par les Khmers verts du Green Deal. Alors vous me direz, que faire? Il faut refaire une agriculture nationale, française. Ce que vous proposiez dès 1995. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi? Parce que moi, je ne reproche pas aux Allemands d'avoir des voitures à vendre, je ne reproche pas à l'Italie d'avoir sa politique. Chaque nation a ses intérêts vitaux. J'y reviens. Nous, on paye 28 milliards de contributions nettes. Donc, si vous voulez, au lieu de payer 28 milliards de contributions nettes, on décide de refaire une agriculture nationale. Voilà, je le dis pour la première fois officiellement. Et il y a des gens qui le disent, comme Florian Philippot, mais dans le milieu politique classique, personne. Et une agriculture nationale, avec quel argent? Avec l'argent qu'on donne là. Parce que où ça part? En Ukraine. Oui, au lieu d'aider l'Ukraine, on pourrait aider les paysans français. C'est pas une mauvaise idée, non? Vous ne trouvez pas?